Bonjour et bienvenue dans le 5e numéro de Pile d'Histoire, une émission complémentaire du podcast Parole d'Histoire que vous retrouvez sur cette chaîne, que vous retrouvez sur Spotify, Apple Podcasts, etc. Partout où vous écoutez les podcasts. Et le principe de Pile d'Histoire, c'est une émission où on fait des petites présentations de livres d'histoire reçus. Des livres d'histoire, alors j'en ai reçu tellement cette rentrée, ça a été un déluge, j'en ai eu 70 à peu près, ce qui fait que je vais essayer progressivement de rattraper le retard et d'en présenter un maximum. Mes excuses aux collègues, aux éditeurs qui ont envoyé des choses que j'ai pas eu le temps de regarder. Comme toujours, je précise que ces livres, ils sont nombreux, donc j'ai pas eu le temps de tout lire en entier. J'ai regardé les introductions, j'ai regardé de quoi les situer, de quoi les présenter, pour donner envie ou pas d'aller plus loin. Vous avez dans la description du podcast un chapitrage qui vous permet d'aller directement écouter ce qui vous intéresse. Aujourd'hui, de différentes façons, on va parler d'histoire mondiale, d'histoire globale, à travers 10 livres qui ont été publiés cet automne, et qui, chacun à leur manière, portent sur un horizon global. Toutes les références précises, encore une fois, sont indiquées ci-dessous dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'émission, et on commence tout de suite avec le premier livre qui est le plus global, et de loin. C'est l'Atlas historique de la Terre, dirigé par Christian Grattalou. Alors c'est dans une collection, il y a déjà eu des atlas historiques, en coédition avec le magazine d'histoire, les éditions Les Arènes. Là ce qui est nouveau c'est que c'est aussi coédité avec Science et Avenir, et on comprend assez bien en ouvrant le livre et en regardant la manière dont il fonctionne, puisqu'en fait il y a toute une partie qui est consacrée à ce qu'on pourrait appeler la géographie physique, ou simplement les origines de la Terre, puisque depuis le Big Bang jusqu'à la formation des continents, en passant par les dinosaures, en passant par les forêts, l'écosystème planétaire, voilà, il y a toute une série de choses qui relèvent au moins autant de l'histoire des sciences et de la géographie physique que de l'histoire, mais l'histoire il y en a aussi à travers les migrations, à travers toute une série de phénomènes, jusqu'aux périodes récentes, jusqu'à l'Anthropocène et ses désastres, puisqu'il y a voilà, toute une série de choses. Là j'ouvre une double page sur les pollutions par exemple. Donc c'est vraiment une très belle réalisation, ça met en pratique les axes de géohistoire que Christian Grattalou défend maintenant depuis longtemps. Ça en fait, je pense, un outil génial pour les collègues qui enseignent dans le secondaire, aussi bien pour l'histoire que pour la géographie, pour la géopolitique aussi. Et puis, comme pour les précédents atlas, vous avez des cartes qui sont téléchargeables sur le site de l'histoire avec un code. Si vous achetez le livre, il y a un code associé à chaque carte qui vous permet d'avoir les cartes et du coup, parfois, de les projeter en cours par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment un outil absolument excellent. Deuxième livre, celui de Patrick Boucheron, Quand l'histoire fait date. Alors, Quand l'histoire fait date, c'est une déclinaison de sa série d'émissions sur Arte, dans laquelle une date, série d'émissions dans les années 2016-2017, j'irais jusqu'à 2020, une date, par exemple 323 avant Jésus-Christ, la mort d'Alexandre, et la porte d'entrée vers toute une période et toute sa complexité, dans une dimension mondiale qui est tout à fait revendiquée par Patrick Boucheron depuis longtemps, puisqu'il a dirigé l'histoire mondiale de la France, l'histoire du monde au XVe siècle, et donc ici on a aussi bien Akhenaton que encore le pôle Sud, Hiroshima, Nelson Mandela, il y a une variété géographique qui est tout à fait revendiquée. Mais c'est une variété qui n'est pas dans le désordre. Ce que je trouve assez intéressant dans le livre, c'est la construction, puisque c'est construit en série de 3 chapitres. Il y a 10 groupes de 3 chapitres, pour dire à chaque fois 10 manières différentes, déclinées en 3 versions, de faire événement, comme il l'écrit, 10 règles pour phraser le temps. C'est comme toujours chez Patrick Boucheron, très écrit, dans l'introduction notamment. Et donc par exemple, on a une série de chapitres avec 3 batailles, ou 3 morts royales, ou 3 catastrophes entre guillemets, comme Pompéi, la peste noire, la chute d'Angkor. Donc ça se lit avec beaucoup de plaisir. On pourrait trouver que ça manque de modestie dans la mesure où, évidemment, on traite énormément de sujets en n'étant pas spécialiste, ou au contraire, on peut trouver, et c'est plutôt mon cas, que c'est génial d'avoir une curiosité pour autant de choses, d'avoir une volonté de partager, de transmettre, de passer sous forme télévisuelle chez Arte, sous forme écrite ici au Seuil, autant de choses, en disant tout ce qui est dû aux lectures au conseil des spécialistes. Donc un livre qui permet d'approcher plein d'histoires qu'on ne connaît pas forcément, et qui est aussi tout à fait intéressant. Le troisième ouvrage dont il sera question, et qui revendique lui aussi une inscription mondiale, c'est cette épicerie du monde, sous les directions de Sylvain Venère et Pierre Saint-Garavello. Alors là aussi, c'est quelque chose qui décline ce qui existait avant, puisque dans leur histoire du monde au XIXe siècle, les 2 auteurs avaient déjà mis une section sur les objets, dont des objets ou des produits alimentaires comme le thé. Du coup, ils ont fait un 2e livre qui s'appelle Le Magasin du Monde, sur le même principe, avec plus de notices, et maintenant c'est un 3e livre, cette fois-ci uniquement avec des aliments et des produits alimentaires. Donc on a le roquefort, la harissa, le caviar, le sushi, le ramen, le burger, le champagne, le ceviche, etc., la pizza bien sûr, 70 notices. 70 notices à peu près pour dire, le fish and chips, la soupe faux, voilà, pour dire de quelle façon les aliments participent à une mondialisation alimentaire depuis le XVIIIe siècle.
Alors, je trouve que ça marche très bien sur le plan éditorial, c'est un livre très agréable, très varié. Les notices sont courtes, elles sont généralement dues à des spécialistes du lieu d'origine de l'aliment. On apprend plein de choses, ça met en appétit, ça donne faim. C'est le genre de livre, je pense, qui fait un super cadeau pour des non-historiens, parce que vraiment, on approche de l'histoire de manière assez vivante. Je suis un peu plus réservé, et là je l'ai lu en entier celui-là, donc j'en parle plus, je suis un peu plus réservé sur le plan intellectuel. Je trouve que le livre manque un peu de cohérence, que ça a vraiment un côté catalogue, les choses les unes à la suite des autres. Hein. On passe voilà, de l'orangina aux aliments lyophilisés et au banh mi et à la sauce soja et aux glaçons. Voilà, donc c'est à la fois passionnant mais en même temps très disparate. Et il n'y a pas vraiment un propos très structuré sur la manière dont le goût s'est mondialisé, dont la mondialisation a façonné les cultures alimentaires. Donc je relierai un petit peu ces réserves personnelles à ce qu'on peut appeler l'effet de mode de l'histoire mondiale. Alors, l'effet de mode, c'est exactement ce qui permet de décrire le livre de Jack Goody, traduit chez Armand Collin. Jack Goody, c'est vraiment une grande figure intellectuelle, hein, c'est quelqu'un qui est très marquant, qui est un anthropologue au départ, qui dialogue depuis longtemps avec l'histoire, pour critiquer en particulier l'européocentrisme, pour critiquer le point de vue historique qui ferait de l'Europe et de l'Occident, disons, la matrice de la modernité et la force dominante. Et il l'avait fait en 2010 dans un petit livre en anglais, qui s'appelait The Eurasian Miracle, le miracle eurasiatique, par opposition au prétendu miracle européen, pour dire, bah, pas du tout, c'est pas l'Europe, c'est l'Eurasie dont il est question. L'idée, c'était de montrer que l'Eurasie, c'est-à-dire aussi bien l'Europe que la Chine, l'Inde, le monde persan, le monde arabo-musulman, etc., c'est l'ensemble de cette Eurasie qui connaît, à partir de l'âge du bronze, une évolution, un différentiel d'évolution avec l'Afrique et les Amériques, avec l'urbanisation en particulier. Et du coup, l'Occident ne commence à avoir un avantage différentiel que de manière temporaire et à partir de la Renaissance. Alors ça brasse énormément de choses, comme souvent chez Jack Goody, il y a les structures de parenté, il y a le rôle des marchands, il y a l'information, la religion, etc. C'est très intéressant. Le seul petit problème, c'est que c'est traduit sous le titre « Petit traité d'histoire globale ». Et donc, si on s'attend en ouvrant le livre à une introduction généraliste, à un manifeste sur ce qu'est l'histoire globale, on sera très déçu, c'est pas du tout ça. C'est un livre qui a un vrai propos structuré sur une question précise qui est la suprématie occidentale ou pas et la manière de l'expliquer historiquement. Mais du coup, le titre de la traduction, Traité d'histoire globale, ça relie vraiment ça, un effet de mode et d'affichage de l'histoire globale, et c'est assez regrettable, même si évidemment, il faut souligner que c'est super d'avoir des traductions, il n'y en a pas assez, et donc il faut se réjouir quand même d'en disposer. Alors avec les livres suivants, on garde un horizon global, mais sur des sujets et des questions un peu plus spécifiques. Ici, je parlerai du livre de François-Xavier Fauvel et Anne Lafont, qui dirigent un collectif, L'Afrique et le monde, histoire renouée, qui fait en partie écho à la question qui est au programme de l'agrégation cette année pour le XXe siècle, sur l'Afrique et le monde. Là, c'est plus large, c'est de la préhistoire au XXe siècle. Pourquoi histoire renouée ? Pour dire que l'histoire africaine et l'histoire mondiale sont inséparables, et donc c'est un livre qui prend position contre toutes les postures d'exceptionnalité ou de centrisme, hein, l'introduction critique de manière assez efficace, le centrisme, que ce soit l'eurocentrisme, l'afrocentrisme, pour dire, voilà, il faut un regard de conversation décentrée sur le monde. Alors, c'est intéressant, j'ai personnellement un peu de mal avec l'écriture, dans l'introduction, avec un mode d'écriture qui est très métaphorique. Je cite un passage, page 10, c'est cet entre-espace de la conversation et de l'Afrique et du monde dans l'histoire que veut explorer ce livre, de façon créatrice, ample et chorale. Écouter la conversation depuis cet entre-espace, c'est se permettre d'enregistrer ce que chaque interlocutrice entend, emprunte, retient, adapte, transforme, transfigure, redonne, restitue. C'est appréhender au détour de la conversation tout ce qui ne prend pas, c'est peut-être s'autoriser à écouter en même temps l'Afrique et le monde, pour penser à nouveau frais les périodes, les phénomènes de diffusion culturelle, etc. Bon, il y a une recherche d'écriture, je trouve qu'il dilue un petit peu le projet historien du livre, parce que c'est un projet très très large, avec des chapitres assez disparates, aussi bien sur l'islam en Afrique de l'Ouest, sur l'Atlantique noir, sur la photographie africaine, avec des approches différentes, historiens, historiennes, mais aussi historiens, historiennes de l'art, philosophes. Disons que le décloisonnement proposé de l'histoire de l'Afrique, c'est aussi le risque un peu de dissolution de l'objet, mais du coup, je l'avoue très volontiers, c'est probablement pas un livre pour moi, parce que moi je préfère de loin les enquêtes empiriques aux manifestes théoriques, aux propos un peu théoriques globaux, donc je pense que je ne suis pas du tout le bon public pour ce livre, et je pense qu'il y a des choses évidemment tout à fait intéressantes dedans. Alors une enquête empirique justement, que j'ai trouvé très intéressante, c'est le livre de Jim Downs, là aussi en traduction chez Autrement, donc bravo tous les éditeurs qui traduisent. Ce livre s'intitule en français « Les origines troubles de l'épidémiologie », comment le colonialisme a transformé la médecine. Le colonialisme du titre, il réduit un petit peu le champ, parce qu'en anglais c'était « Maladies of Empire, How Colonialism, Slavery and War Transform Medicine », donc l'esclavage, la guerre, le colonialisme. Et c'est un livre d'histoire des savoirs, fin 18e, début 19e, entre 1750 et 1860 à peu près, qu'en est la médecine épidémiologique.
et qui essaie de comprendre comment des maladies se diffusent. Et la force du livre, c'est de montrer que pour les savants américains, européens qui posent ces questions, c'est pas seulement dans des laboratoires à Paris ou à New York, mais c'est à partir d'informations qui remontent de la sphère coloniale ou guerrière, avec des informations sur les malades dans les prisons en Inde, dans les plantations aux Caraïbes, sur les champs de bataille, de la guerre de Crimée, de la guerre de sécession, etc. Autrement dit, partout où il y a des populations qui, parce qu'elles sont captives, esclaves, prisonniers et colonisés, dans certains cas, sont plus sensibles aux épidémies. Et du coup, la production de savoir occidental se fait en lien avec un monde impérial, il y a la conjonction entre les deux, donc c'est très intéressant. Le seul petit bémol, c'est une orientation très anglophone du livre, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de médecins ou de colonies françaises, mais le livre est quand même très très intéressant, ça se lit bien, ça se lit assez vite, et si vous vous intéressez à ces questions, c'est tout à fait recommandé. Alors, du côté français, le livre de David Todd, lui aussi traduit de l'anglais, Un empire de velours, l'impérialisme informel français au XIXe siècle, à la découverte, dans la même collection que celui de Fauvel et Lafon, L'Afrique et le monde, histoire renouée, qui est une collection qui s'appelle Histoire Monde, et une collection dirigée par l'un de nos deux auteurs de l'Épicerie du Monde, Pierre Singaravello. Autrement dit, on voit qu'on est dans le même paysage intellectuel, globalement, de ces gens qui travaillent sur l'histoire mondiale. Et donc ici, c'est l'histoire de l'Empire français au XIXe, mais de l'Empire français sous l'angle informel. Informel, ça veut dire toutes les fois où on ne prend pas un territoire en plantant un drapeau, mais où on diffuse une influence commerciale, financière, culturelle. Et le titre, Un empire de velours, joue sur le jeu de mots du velours, c'est-à-dire une sorte de pénétration douce, impériale, et pas de la conquête brutale qui a existé aussi en Algérie par exemple, mais là c'est sur un autre mode. Et puis le velours des tissus exportés par la France, parce que l'un des grands traits de l'influence française dans le monde, c'est la passion mondiale pour les soies, les tissus, les velours venus de France, parce que la mode française fait l'admiration, parce qu'il y a ce côté aristocratique, distinctif de la France. Et du coup, c'est très intéressant aussi parce que le livre renverse la vision qu'on peut avoir du 19e siècle, avec un 19e siècle qui irait vers le triomphe républicain. Là, au contraire, il insiste sur le caractère monarchique, conservateur, réactionnaire de cet empire et de la période 1800-1870 environ, ce qu'il appelle le développement d'un empire et, je cite, d'un capitalisme anti-révolutionnaire. Et rien que pour ça, c'est très très intéressant pour y réfléchir, donc je pense que c'est un super bouquin pour réfléchir à toutes les questions impériales, coloniales au 19e, de façon très renouvelée, encore une fois, parce que l'empire informel, on a beaucoup moins l'habitude d'en parler dans toutes les histoires de la colonisation. Alors, 3 livres pour terminer. Comme le livre de David Todd parle du rayonnement culturel français, ça me conduit à parler du dernier tome d'une histoire monumentale, l'histoire des musées, de Christophe Pomian, paru chez Gallimard dans la bibliothèque illustrée des histoires, 3 tomes de 900 pages chacun environ. C'est absolument superbe sur le plan éditorial, des centaines d'illustrations. Je vais intercaler un petit feuilletage du livre pour en donner une idée, parce que là, ça ne rendra pas grand-chose, mais voilà, c'est un livre très 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 beau et très très riche. Donc c'est le 3e volume. Sur les musées, après un premier sur un temps long jusqu'à la Révolution, un deuxième qui s'appelait L'ancrage européen 1789-1850, et donc ici le 3e tome, À la conquête du monde à partir de 1850, ou même pour être précis, de 1851 et l'exposition universelle de Londres, qui marque le début d'un âge mondial du musée, avec un découpage du livre qui est chronogéographique, il y a des séquences temporelles, comme de 45 à nos jours, ou comme la séquence sur les guerres mondiales, mais il y a aussi des aires géographiques, l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Est, on s'intéresse à la façon dont les musées évoluent. Il y a une dernière section sur les musées depuis 1945 et leur boom mondial, puisque aujourd'hui il y a plus de 100 000 musées dans le monde, ce qui est vertigineux. C'est vraiment le moment moderne du musée, où un musée, ça devient indispensable pour toute ville qui se veut moderne et rayonnante. Il faut au moins un musée. Pomian explique qu'il laisse un peu de côté ce qui serait, je pense, un des aspects très intéressants des musées contemporains, c'est-à-dire toutes les évolutions muséographiques, architecturales, toutes les manières de repenser la façon d'exposer dans un musée. Il traite quand même certains enjeux contemporains, comme la question des restitutions des œuvres africaines, mais c'est plus un livre sur l'héritage du 19e que sur le temps présent des musées, mais évidemment très très riche et d'une très grande érudition. Alors 2 ouvrages pour finir, pour rester d'abord fin 19e, début 20e, une étude plus précise, mais qui rentre dans le périmètre de l'histoire mondiale dont on parle aujourd'hui. Donc je vais mettre la couverture, c'est le livre de Céline Régnard, En transit, les Syriens à Beyrouth, Marseille, Le Havre, New York, 1880-1914. Alors évidemment, le titre, Les Syriens en transit, fait penser aux migrations contemporaines de la Syrie. Il y a des échos évidemment, mais c'est un livre qui parle plus des gens qui viennent de l'actuel Liban, qui quittent l'Empire ottoman fin 19e pour aller vers les Amériques. Et pour aller vers les Amériques, il faut transiter généralement par la France. Et du coup, c'est un livre qui étudie ce moment particulier du transit, qui a été
plutôt délaissé jusqu'ici dans une historiographie qui est devenue très très pléthorique sur la question des migrations en général. Le transit, c'est le moment où on est entre deux bateaux, et entre deux bateaux, il faut trouver un hôtel, il faut pas se faire arrêter par la police, il faut échapper aux arnaques des escrocs, des passeurs qui essayent de vous piquer vos papiers ou de vous tromper. Et du coup, c'est une étude voilà, fine, un peu au ras du sol, de la façon dont des gens vivent l'expérience migratoire, donc une étude micro, mais qui est fondée sur des horizons qui sont des horizons globaux, entre Beyrouth et New York. C'est un livre très riche, je suis en train de le lire. Comme toujours chez Anna Mosa, c'est aussi très riche en illustrations, avec toute une série d'éléments qui viennent appuyer le propos, des photographies, des plans d'époque, etc. Donc voilà, une étude qui en plus a une dimension humaine, évidemment, contrairement à la plupart des livres dont j'ai parlé qui sont plus généralistes, à échelle macro. Là, on a une dimension humaine, on suit des acteurs et on essaie de comprendre comment ils ont vécu ces migrations. Alors je termine avec un livre qui est une somme, qui sera, je pense, indispensable rapidement pour les gens qui font de la contempo, pour les collègues qui l'enseignent, pour les CDI. Je pense qu'il y a tous les CDI de collège, de lycée, à mon avis, vont l'acheter, devraient l'acheter. C'est l'histoire mondiale du XXe siècle, au PUF, dirigé par Florian-Louis Nicolas Beaupré. Alors quand j'ai reçu le livre au départ, j'ai cru que c'était chez Fayard, parce que ça reprend vraiment un peu la formule qui a fait ses preuves de l'histoire mondiale du 19e ou du 15e que Fayard avait publié, c'est-à-dire une formule avec différentes parties de livres, une partie récit, une partie date, avec des dates marquantes de l'histoire du monde au XXe siècle. Donc là, on a 1968, 1917, 1994, etc., avec des notices très courtes sur ces dates. Une partie géographique, sur des aires géographiques, donc l'Afrique, les mondes indiens, l'Asie de l'Est, même l'espace, qui fait l'objet d'un chapitre. Une partie avec des lieux emblématiques, donc on a Berlin, Cuba, Jérusalem, la Sibérie, etc. Et là, le pari mondial est vraiment tenu. Et puis une partie thématique, avec un chapitre sur les religions, un chapitre sur les femmes, un chapitre sur les sciences, etc., les grands enjeux thématiques. Donc c'est un livre impossible à résumer, c'est un travail collectif, très solide, avec une dimension réflexive, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait débuter le XXe siècle, quand est-ce qu'on le fait arrêter, avec quelle logique. La logique qui est choisie en ouverture du livre et en couverture, pardon, c'est une photo de l'indépendance de l'Angola en 1975, qui suggère que c'est la période de la déseuropéanisation du monde, et qui suggère aussi que les années 70 ont une place clé dans la réflexion, donc c'est évidemment très 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 stimulant, très très utile, et ça méritera d'être lu et discuté. Voilà pour cette pile d'histoire sur l'histoire mondiale. Il y a plein d'autres piles, je pense, à venir, si le temps le permet, pour parler d'histoire des guerres, pour parler d'histoire politique, pour parler d'histoire moderne, pour parler un petit peu d'antiquité, pour parler d'historiaux. Enfin voilà, il y a toute une série de choses. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous sur cette chaîne et sur le podcast Parole d'Histoire.